Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio. Salut à tous, c'est Olivier Audou, numéro de juin. Je reçois ce mois-ci Stéphane Kalb de l'association Les Voix. Ces dernières semaines, les comédiens voix off sont montés au créneau pour demander plus de réglementation et de contrôle pour l'usage des voix humaines par l'intelligence artificielle. Stéphane nous expliquera dans le détail quels sont les problèmes que soulève l'arrivée de l'IA dans ce domaine, alors que de nombreux métiers dans le tertiaire et dans le milieu de la création artistique en particulier pourraient être impactés à très court terme. Avant cela, dans notre première partie Actu Débat, on fera un petit tour de l'actu radio du moment. Puis Julien Vigier nous partagera comme chaque mois ses carnets d'écoute, avec ce mois-ci 2 coups de cœur, un sur la FM et un en podcast. Et enfin, Rémi Bertolon nous parlera du livre dont tout le monde parle en ce moment, le dictionnaire amoureux de la radio de Franck Lanoux. Il l'a acheté, il l'a lu et il l'a aimé. Il nous en parle. Des ondes Vocast, l'actu débat. Et on commence tout de suite avec le Zoom Actu, le concentré de l'actu radio du mois dernier et du mois à venir. Alors, le mois dernier sont sortis les résultats de Ear Insight pour la période de janvier-mars. Ear Insight mesure les habitudes d'écoute de la radio sur une semaine et sur un mois à l'aide de pagers portés par un panel représentatif de la population. Alors, dans ces résultats, une grande stabilité par rapport à la dernière vague septembre-octobre 2022, avec RTL numéro 1 et Nostalgie première radio musicale. Donc, toujours ce classement chamboulé par rapport à l'enquête traditionnelle et de référence IR nationale, qui, elle, on le sait, place Inter en tête et Énergie première pour les musicales, pour les audiences quotidiennes. Le mois dernier, ça a aussi été une sorte de Dallas dans le mercato radio, notamment chez les généralistes et plus particulièrement chez Radio France. Charline Vanhoenacker perd sa quotidienne alors qu'elle se rapprochait en audience des grosses têtes. Patrick Cohen, quant à lui, a claqué la porte de Radio France après s'être vu refuser en dernière minute la matinale de France Info. Bref, chez Radio France, dont les audiences à part France Bleu sont au diapason, il va falloir protéger ses arrières car ça fait pas mal de bruit. Côté RTL, toujours ce feuilleton partira pas pour Pascal Praud qui, selon les dernières rumeurs de presse, resterait fidèle à RTL une année de plus avant de filer sur Europe 1. Pascal Praud a réaffirmé il y a quelques jours son amour pour RTL alors qu'il recevait Michel Drucker, une sortie qui a été bien remarquée par son patron actuel, Régis Ravanas. Le mois prochain, les 15 et 16 juin, c'est la fête de la radio qui revient. Alors tous les événements sont disponibles sur fêtedelaradio.com. Il y aura notamment le forum du World DAB consacré à l'automobile le 15 juin à Paris, à la Maison de la Radio, avec pas mal de têtes d'affiche européennes de la radio et du numérique. Et le vendredi 16 au matin, l'Arcom organise dans ses locaux les assises de la radio. Des ondes Vocast sera présent sur place. On vous fera un débrief dans notre épisode de juillet. C'est la fin de ce Zoom Actu. Tout de suite, j'accueille Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier, salut à toutes et à tous, chers auditeurs des ondes Vocast. Alors Julien, comme chaque mois, tu nous partages tes carnets d'écoute. Et ce mois-ci, tu as eu 2 coups de cœur. Et oui, 2 coups de cœur ce mois-ci. Premier coup de cœur en FM avec Ado. Oui, Ado, la même radio dont on a parlé il y a de ça quelques mois pour dire pas forcément du bien du morning, ça faut être honnête. Mais là, on peut quand même féliciter le gros travail sur le retour, le revival, la musique New Jack, R&B, pop de l'époque, et puis les animateurs qui sont revenus comme Florian évidemment. C'est toujours le même programmateur, hein, Corben Dallas, qui est toujours là et qui doit prendre bien du plaisir à reprogrammer le Ado de son époque. Et
Et effectivement, ce côté un peu nostalgie, ça marche bien. En tout cas, ça marche sur moi, ça marche aussi sur mes collègues. On a un peu le même âge, on est aux alentours de la quarantaine et on est content de retrouver, après des années un peu bizarres autour de Ado, il y a eu l'époque Swig, il y avait beaucoup de hip-hop français. À un moment donné, il n'y avait que du hip-hop français. D'ailleurs, on s'était un petit peu perdu. C'était la chasse à Génération, c'était la chasse au move. Et là, voilà, ils ont leur style à eux avec leur habillage de l'époque, un peu. Enfin, c'est dans l'esprit la radio qu'on a connue et qui faisait beaucoup d'audience d'ailleurs dans les années 2000. Et franchement, moi, c'est un gros coup de cœur. Je l'écoute récemment, Alliance Ethnique, par exemple, dans les oreilles, pas plus tard que ce matin, quand j'enregistre ce carnet d'écoute. Donc, ça fait vraiment très plaisir. Et puis alors, l'autre gros coup de cœur, Olivier, direction le Floodcast. Tu connais ? Alors, écoute, je t'avoue, je ne l'ai jamais écouté, mais je crois que c'est un podcast assez ancien, non ? Eh ouais, un ancêtre du podcast, on peut le dire, en 2015. Florent Bernard et Adrien Méniel se lancent donc dans le Floodcast. Alors, il faut savoir que ces deux personnages, à la base, ils font des vidéos sur YouTube. C'est la pleine époque, en 2015, de Studio Bagel. Ils sont sur YouTube, sur Dailymotion aussi un peu à l'époque. Et ils se lancent dans le Floodcast. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Il y a des questions d'actualité, un peu comme dans les grosses têtes finalement. Et puis surtout, ça déconne entre Flo et Adrien et leurs invités. Alors leurs invités, c'est leurs copains, hein, c'est Baptiste Le Caplin, c'est Laura Felpin. Et récemment, le Floodcast a repris, on va dire, du poil de la bête suite, on va dire, à des pauses plus ou moins assumées. Là, ils ont décidé vraiment de se lancer dans de la régularité avec des épisodes un peu plus courts, mais plus réguliers. Avant, c'était des épisodes plus longs, mais avec une temporalité pas vraiment assumée. Maintenant, c'est des épisodes plus courts et beaucoup plus réguliers. Et ça s'entend, c'est très très bien. Alors, il faut savoir que c'est bien animé quand même par Florent Bernard, qui est aussi réalisateur de films et réalisateur de vidéos sur Internet. C'est lui qui avait d'ailleurs pris le micro pendant le moment où Squeezie était sur Énergie. On disait Squeezie sur Énergie, mais c'était quand même Florent Bernard qui animait quand même cette émission à l'époque. Puis Adrien et le sniper. Et récemment, il y a une émission qui a été enregistrée autour de McFly et Carlito et le retour un peu de McFly et Carlito sur le devant de la scène. Et c'était très touchant, très intime. Ça parle de tout et de rien, mais beaucoup de la personnalité et de la vie et des tranches de vie. Et voilà, je tiens à saluer ça parce que, mine de rien, on va vers les 10 ans d'un podcast et c'est quand même extrêmement rare. C'est très très bon, c'est l'âge de la maturité, le Floodcast à écouter avec beaucoup de plaisir. 10 ans d'ancienneté, effectivement, c'est pas mal du tout. Nous, on n'en est qu'à 5 et on est déjà très très fiers. Merci Julien pour tes carnets d'écoute. On te retrouve le mois prochain. Et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Salut Rémi. Salut Olivier et bonjour tout le monde. Rémi, tu es animateur du programme en voice track Rémi et Jam. Et comme chaque mois, tu nous fais une petite analyse de ton choix. Et ce mois-ci, tu t'es intéressé au dictionnaire amoureux de la radio de Franck Lanoux, l'ancien patron de RMC pendant 15 ans. Alors, le livre est sorti en librairie il y a quelques jours. On en parle en ce moment absolument partout dans les médias. 120 contributeurs ont été interviewés par Franck Lanoux. Et donc, toi, tu t'es rué dans ta librairie et tu l'as avalé d'un trait pour nous en parler aujourd'hui. Exactement. Alors, ce qui est très bien, c'est que les éditions Plomb n'ont pas voulu nous envoyer d'exemplaires. Donc, a priori, ils connaissent pas les podcasts, mais on aura toute la liberté de s'exprimer comme l'on veut. Avec, effectivement, 120 contributeurs de générations différentes, de cultures, de métiers différents, mais qui ont quand même travaillé, évidemment, en radio. Et ils apportent une expertise. Et j'avoue que c'est un réel plaisir de lire chaque participant, chaque angle, chaque mot retenu. Vous pouvez le faire comme un roman, hein, enchaîner les pages les unes après les autres, ou alors aller picorer, comme je l'ai fait, chercher les noms ou les thématiques qui vous intéressent. Ce que j'aime, c'est qu'on parle de la fabrique de notre média, mais toujours dans le viseur, l'idée qu'on partage la même passion. C'est clair, et d'ailleurs nos auditeurs la partagent, cette passion. Alors, pour cet épisode, Rémi, tu as retenu 3 contributeurs, tous très différents les uns des autres. Tout d'abord D-Fool, puis Alba Ventura et enfin Philippe Labro. Et tu commences avec le marathonien de l'antenne sur Skyrock, D-Fool. Oui, un mot très intéressant retenu par D-Fool et Franck Lanoux, le mot
unique. Alors, il commence d'abord par dire que la radio aurait dû mourir à de nombreuses reprises, qu'on l'évoque souvent dans le podcast. Certains avaient annoncé son décès avec l'apparition de la télé, du CD, d'Internet, l'émergence des plateformes comme TikTok. Mais la radio est immortelle. Celui qui croit que la radio va devenir le son de la télé n'a pas tout compris, rassure Diffoul. Par exemple, la musique. Les plateformes de streaming sont impressionnantes, mais elles sont tellement identiques les unes des autres que pour casser cette concurrence et créer une différence, elles rajoutent de l'humain, des animateurs, pour finir pratiquement comme une radio. Les jeunes écoutent aussi toujours la radio, par exemple Skyrock, pour y trouver quelque chose de différent des réseaux sociaux. Par exemple, dans la radio libre, dit Diffoul, ils y trouvent des auditeurs, des personnes qui s'écoutent les uns les autres, qui créent une communauté. Ça, c'est unique. Et puis Diffoul revient aussi sur les 3 success stories qui peuvent dire quelque chose sur l'histoire de la radio dernièrement. Il y a le même socle commun, l'idée d'être unique. Skyrock est unique par son positionnement musical. RMC, il y a 20 ans, a choisi un format unique, Info Talk Sport, et le succès de France Inter plus récemment, crée toujours sa différence. J'ai aussi apprécié l'idée que Diffoul dise, voilà, je fais 6 heures d'antenne, j'aurais pu flancher, être fatigué, mais il dit qu'il doit se tenir là, au rendez-vous, être fidèle, puisque c'est aussi cela qu'on demande aux auditeurs. On leur demande d'être fidèles, et bien nous, on l'est également. C'est définitivement l'humain qui change tout, qui fait tout, qui crée la différence, l'unique, le succès, et prendre des risques pour la simple recherche de vérité. Alors, autre personnalité que tu as retenue, Alba Ventura, la journaliste et éditorialiste de RTL. Avec un mot que j'affectionne particulièrement, spontanéité. Qu'on soit dans la pampa ou dans une manif, la radio, c'est léger, souple, discret. C'est le média de l'immédiat, bien entendu, mais c'est aussi celui de la spontanéité, dit Alba Ventura. Alba confie, par exemple, qu'au début, pour passer le stress du micro, elle s'imaginait parler à ses parents. L'information, toute fraîche, elle était pour eux d'abord. Ça rassurait la journaliste de parler à sa famille et petit à petit, les auditeurs sont devenus sa famille. La foule, c'est tout l'inverse de la radio, dit Alba Ventura. Elle aime parler à chacun, comme si on se connaissait, partager des points de vue, recevoir des invités qui la passionnent. Dans la spontanéité de la radio, il y a le partage, de l'échange. Alors bien sûr, la spontanéité gagne avec le travail, c'est ce que précise évidemment la journaliste. Il ne suffit pas d'ouvrir un micro et de parler. Chaque minute pour la radio, ce sont des heures de travail, même si les auditeurs ne le perçoivent pas. Un édito, dit Alba Ventura par exemple à la radio, c'est 25 ans de métier pour un seul édito. Et puis j'adore cette phrase qu'elle a, la radio, c'est la littérature de l'instantané. Et enfin, tu as retenu la contribution de Philippe Labro, l'ancien directeur général de RTL de 1985 à 2000. Imaginez-vous à sa place, à l'époque, en 1985, comment fait-on pour prendre les rênes de la première radio de France ? Ça va avec le mot directeur retenu par Philippe Labro dans ce livre. Philippe Labro qui y va humblement au début en disant que les bases incontournables de RTL étaient là, le journal inattendu, les grosses têtes, Stop ou encore, les matinales de Drucker. Et puis ensuite, il a voulu muscler l'information avec l'arrivée de l'interview du matin, puis inventer cette instantanée, la possibilité d'interrompre le programme à tout moment dès qu'un événement important surgit. Et puis enfin, il a accentué le débat. Philippe Labro résume RTL en 3 lettres. Le rire pour les grosses têtes, le T pour la tendresse, et il évoque pour cela par exemple Patrick Sabatier dans sa grille, et la liberté, en recrutant par exemple la journaliste Christine Ockrent. Et puis au-delà du programme, Philippe Labro dit aussi qu'une radio commerciale populaire se doit de remplir son rôle de service public. Il cite par exemple les pièces jaunes avec évidemment Bernadette Chirac et David Douillet. Il s'agit aussi de s'adresser à des millions d'auditeurs d'RTL avec bienveillance, le souci de vérité et envie de distraire. Diriger une radio, pour Philippe Labro, c'est s'efforcer à l'attention aux autres, respecter le public, prendre le pouls de l'époque, recueillir l'air du temps et le diffuser à l'antenne.
Eh bien, au final, Rémi, tu as l'air d'avoir aimé ce livre, même si tu as dû bourse délier. Alors, ce livre, un vrai cri d'amour pour la radio de Franck Lanoux et de tous ses contributeurs. Allez donc vite l'acheter chez votre libraire. Rémi Bertolon, merci. Et c'est moi qui te remercie, Olivier. Et on te retrouve le mois prochain. Et tout de suite, direction Paris pour notre grande interview du mois. Des ondes Vocast, l'invité. Stéphane Kalb, bonjour. Bonjour Olivier. Tu es le cofondateur de l'association Les Voix. Alors, on a beaucoup entendu parler des voix ces derniers jours, dans le contexte de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Mais avant que l'on rentre dans ces sujets, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est Les Voix ? Alors Les Voix, c'est une association professionnelle des artistes interprètes de la voix enregistrée qui a à peu près plus de 10 ans. Aujourd'hui, on est entre 250 et 300 membres. À l'époque, on avait décidé de fonder cette association parce que les artistes spécifiques de la voix enregistrée, donc documentaire, pub, doublage, e-learning à l'époque, enfin tout ce qui se fait autour de la voix enregistrée, n'avait pas d'association. Et on s'était regroupés parce qu'à l'époque se posait la question, enfin en tout cas des agences se posaient la question du modèle de rémunération des spécificités de la voix enregistrée, ce qui nous a conduit à créer cette association, loi 1901. Ça nous a permis ensuite de proposer un modèle de contrat de travail, une grille des salaires constatés. Ensuite, des producteurs ont créé leur syndicat à côté, les producteurs, le SPSP, le producteur du son publicitaire, avec lequel nous avons beaucoup travaillé pour contextualiser nos métiers et puis permettre d'avoir des échanges et de travailler ensemble. C'est dans ce contexte-là qu'on a créé cette association qui est aujourd'hui l'association nationale en France des voix enregistrées, lesvoix.fr. Vous pouvez tout retrouver en allant sur Internet. Alors, je me souviens que l'asso, elle a été créée aussi dans ce contexte où il y avait un petit peu une ouverture avec Internet, avec notamment des voix qui n'étaient potentiellement pas professionnelles, qui rentraient sur le marché, potentiellement à des tarifs moins chers et peut-être moins avec des contrats de travail qui étaient moins formalisés. En quoi est-ce important, en fait, de défendre le rôle de comédien voix comme étant vraiment des artistes, des comédiens, des professionnels ? En fait, un producteur qui enregistre, on va dire par exemple dans le cadre d'un documentaire ou d'une voix publicitaire, une voix doit avoir la garantie de l'exploitation de son œuvre. Et pour ça, il doit faire appel à un artiste-interprète qui dépend du droit voisin du droit d'auteur, donc ça s'appelle le Code de la propriété intellectuelle. Ce qui fait que effectivement on s'est battu sur ce sujet. En gros, l'association a une charte qui dit que les adhérents de l'association ne vendent pas leurs prestations sur Internet en faisant du home studio à la facture. Pour nous, c'est important parce que la majorité des artistes sont des intermittents du spectacle et c'est aussi la garantie donc pour le professionnel d'être libre d'exploitation de son œuvre. Alors que si tu fais appel à quelqu'un qui fait ça sur Internet à la facture, ça te coûtera peut-être moins cher, mais ta garantie d'exploitation n'est pas assurée parce que seul un artiste peut céder contre rémunération l'exploitation de sa voix. Voilà en gros aussi pourquoi nous avons fondé cette association, pour dire aux comédiens qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Nous sommes des artistes et à ce titre, nous sommes soumis à des droits mais aussi des devoirs. Alors, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle depuis un peu plus de 6 mois, notamment avec l'arrivée de ChatGPT, mais ça va beaucoup plus loin. On voit qu'il y a des grèves de scénaristes aux États-Unis. À Hollywood, ouais. Il y a aussi des générateurs d'images. On a l'impression que tous les milieu artistique commence à quelque part être inquiet sur l'arrivée de l'intelligence artificielle en concurrence de leur métier. Et ça arrive aussi pour la voix. Donc il y a quelques semaines, il y a un manifeste qui a été signé, et pas seulement en France, par des organisations un petit peu partout dans le monde. Il y a une coalition internationale notamment qui, si je ne m'abuse, s'appelle UVA, United Voice Artists, qui défend donc les intérêts des comédiens voix. Vous avez donc signé ce manifeste, Ne volez pas nos voix, Don't steal our voices.
dans un contexte, et moi avant même ces communiqués, ce manifeste, j'avais vu que sur le site des Voix, que les Voix, l'association Les Voix demandait à ces artistes de rajouter des nouvelles clauses pour contrôler l'utilisation de leur enregistrement, pour empêcher qu'ils soient utilisés dans des contextes d'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots quelles sont ces menaces qui sont arrivées très récemment dans l'univers de la voix, comment elles se matérialisent et pourquoi les artistes doivent s'en protéger? Alors, déjà, l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau, hein. Le premier à en avoir parlé, c'était Alan Turing à la sortie de la guerre. Donc, ça fait très longtemps que la science étudie cette modélisation. Je sais pas si tu te souviens, mais dans les années 80, ensuite dans les années 2000, il y a eu 2 grands champions d'échecs qui ont été battus par des algorithmes. En fait, c'était de l'intelligence artificielle. La nouveauté, c'est qu'avec ChatGPT, l'IA a maintenant une existence globale, publique, qui paraît assez cool, et tout le monde s'empare du phénomène en disant mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça vient d'arriver, c'est dingue, ça, voilà. Mais en fait, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, effectivement, ce sont les applications qui sortent, et donc les questions autour des métiers qui pourraient être remplacés et les usages. Alors, tu parlais tout à l'heure de UVA, United Voice Artists. Ce n'est pas une coalition, c'est une fédération, on va dire, d'associations. Les voix sont à l'initiative, en fait, avec d'autres associations européennes et internationales. Là, on est à plus de 15 associations. Il y a à peu près 15 pays. Il y a à peu près 35 associations. Donc, c'est une très grosse fédération. Et dans ce cadre-là, on a discuté avec nos homologues, donc qui ont des associations professionnelles comme la nôtre, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, au Japon. Là, la Turquie vient de nous rejoindre, le Canada, de ces problématiques d'IA. Pourquoi problématiques ? Parce que, en fait, des agences de communication à travers le monde, aussi en France, ont annoncé la création d'IA à base de voix de synthèse pour remplacer les voix des artistes. Donc évidemment, en tant que professionnel, on s'est tout de suite un peu inquiété, alarmé et intéressé au sujet. Et on s'est rassemblés dans le but d'écrire un manifesto en réclamant différentes choses. La première des choses qui est importante, il faut que les gens le comprennent bien, c'est que quand on nomme une voix de synthèse, la voix de synthèse, c'est pas une voix qui n'est pas basée à partir de voix humaines. En fait, il s'agit de pomper des voix humaines, de les mixer pour en ressortir une voix nouvelle faite à partir de voix humaines. Sauf que on s'est rendu compte que ce pompage de voix se faisait de manière tout à fait illégale. Illégale pourquoi ? Parce que certaines sociétés, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Israël, ont pris des voix sans autorisation ou ont enregistré des comédiens avec des contrats bidons, ne spécifiant pas le fait que ces voix allaient être utilisées pour de l'intelligence artificielle. Donc notre première alerte a été de dire stop au vol de voix, attention à ce que vous faites, attention à ce que vous signez, attention à ce que vous enregistrez, demandez pourquoi c'est fait. Et on a effectivement proposé un petit texte à ajouter au contrat, demandant spécifiquement à ce que les voix ne soient pas utilisées pour créer des IA génératives. Ça, c'est la première des choses. On s'est rendu compte ensuite que ça avançait très vite, notamment aux États-Unis et en Angleterre, que ça commençait à soulever de sérieux problèmes, notamment de traçabilité. Et UVA a donc sorti ce manifesto qui a eu beaucoup d'écho. Alors, il a été rendu public il y a quelques jours. Là, on a beaucoup d'interviews et notre volonté, c'est de sensibiliser les pouvoirs publics et notamment l'Europe, mais aussi chaque pays, sur ces problématiques d'utilisation des IA génératives et la problématique du droit. Mais je pense qu'on rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous ne sommes pas contre l'IA. Ça, c'est très important, hein. On n'est pas des, comment te dire, on n'est pas des anti-techno, on n'est pas des anti-geeks, mais aujourd'hui, le terrain de jeu de l'IA est hors réglementation. On est un peu dans un western, en fait, où tu as essentiellement des sociétés américaines, notamment les GAFAM, qui proposent donc ces services peu chers, pour l'instant, évidemment, mais sans aucune réglementation en termes de droit, de sourcing et de rémunération claire et de traçabilité. Donc là, nous, on veut saisir le politique pour appliquer tout simplement la réglementation. Parce que
à cet endroit-là, pour l'instant, le politique ne fait absolument rien. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, on comprend bien tout ce contexte de flou juridique conduit à ce que tu disais, un vol de voix, donc ce qui est du coup n'est pas acceptable d'un point de vue d'un point de vue éthique aussi, parce que je crois que la voix, hein, tu me disais quand on a préparé ce podcast, c'est aussi couvert par le RGPD. Absolument, la voix est une donnée biométrique qui est couverte par le RGPD, et notre demande, c'est justement que le RGPD, qui donc existe depuis 5 ans au niveau européen, soit appliqué sur toutes les sociétés qui utilisent l'IA, celles qui fournissent et celles qui l'utilisent. Est-ce que les artistes, et notamment, disons, les artistes de l'association Les Voix, si elles étaient approchées par une entreprise d'intelligence artificielle, mais qui voulait faire un contrat totalement transparent en disant que c'est dans le but précisément de créer une voix virtuelle, est-ce qu'on peut créer ce cadre juridique, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque part il y a un problème d'éthique qui fait que on ne veut pas que des vrais comédiens voix prêtent leur voix à une utilisation d'intelligence artificielle, même si c'est encadré légalement avec les bons contrats qui spécifient effectivement que cette voix sera utilisée dans le futur pour générer de la voix? Ah non, mais très concrètement, je pense que ça va arriver et que ça va se faire. C'est-à-dire que le jour où, par exemple, on me proposera que ma voix soit utilisée pour une IA, pourquoi pas si c'est cadré? Pour l'instant, il n'y a aucun cadre. Donc aujourd'hui, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que tu peux signer tout ce que tu veux, tant que les pouvoirs publics n'ont pas encadré l'utilisation des IA, ça n'a pas vraiment de sens. Mais ça va venir très vite parce que il y a un cadre juridique important, c'est l'IA Act qui doit être signé en janvier 2024 sous la responsabilité du commissaire européen à l'industrie Thierry Breton. Donc c'est en train d'être discuté au Parlement européen. Nous, notre manifeste lettre ouverte a pour but aussi, et c'est ce qu'on va faire là, de saisir l'Europe pour faire partie de ceux qui alimentent cette IA Act, parce que je pense qu'on est les mieux placés pour parler de nos métiers. Mais là aussi, j'aimerais dire une chose, c'est qu'on est en train de parler des artistes-interprètes. Évidemment, on est un peu le haut de l'iceberg, si tu veux, mais j'aime bien utiliser cette image j'ai 2 images qui me parlent bien parce que mes enfants m'ont demandé de leur expliquer. Donc, j'ai trouvé des images. Je leur ai dit, pardon, excuse-moi. L'IA, aujourd'hui, c'est comme, imagine une voiture, en gros, qui roule très vite dans une agglo, sans code de la route et sans feu de signalisation. Voilà, on en est. Nous, on veut simplement un code de la route et des feux de signalisation. On n'est pas contre la voiture. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'autre image, pour parler de l'ensemble de la chaîne de production audiovisuelle, c'est que le comédien n'est qu'un maillon de cette chaîne. Donc, t'as ton vélo, t'as un maillon qui saute, ta chaîne saute. Parce que là, on parle des voix, mais en fait, l'IA, a priori, va toucher tous les corps de métier. Et selon nous, les premiers à être réellement très fortement impactés, puisque la vraie question, c'est quelle est ta valeur ajoutée, en fait, puisque l'IA va remplacer tous les métiers modélisables. Quelle est la valeur ajoutée d'un producteur? Quelle est la valeur ajoutée d'un post-producteur? Quelle est la valeur ajoutée de tous les métiers qui sont autour de l'édition, de la diffusion des œuvres audiovisuelles? Ça, c'est un vrai sujet. Et je pense qu'il est temps qu'on se mette tous autour de la table et qu'on réfléchisse à un accompagnement et un encadrement juridique de l'IA pour éviter qu'on se retrouve, comme souvent c'est le cas, à devoir agir pour sauver les meubles. Là, il y a une technologie qui avance très très vite, qui en plus a pour elle ce côté un peu moderne, cool, high-tech, branchouille. Mais je pense qu'il est très très urgent effectivement de s'en saisir. Je voulais vraiment préciser ça parce que je n'aimerais pas que les gens pensent qu'on soit des Amish ou des comme le disait Macron. Non, mais d'abord on maîtrise un peu le sujet puisque forcément on en parle dans le livre audio, dans la publicité. Moi, il s'avère que je suis
comédien, je fais beaucoup de voix enregistrées, mais à côté de ça, je suis aussi producteur de fiction audiovisuelle et de documentaires. Donc, j'ai aussi une vision de la production. Je peux tout à fait comprendre que des producteurs ou même des éditeurs se disent tiens, il y a des gains de productivité à faire sur des métiers et pourquoi pas les artistes. Mais en fait, il faut bien comprendre que l'écosystème fonctionne en ensemble en fait. Et le danger qui pèse sur le non-accompagnement juridique et politique d'une technologie, c'est de se retrouver très vite complètement dépassé par la techno. Et à un moment donné, il va quand même falloir des gens pour que les œuvres de l'esprit existent. Voilà. Et ça, c'est très important pour nous. Et d'ailleurs, on a un écho assez favorable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de producteurs qui viennent vers nous en nous félicitant de ces actions et en partageant des ressources et des idées. Pareil avec le livre audio, pareil avec le syndicat national de l'édition. Je pense que le CNC va très vite aussi rentrer dans la danse parce que évidemment c'est aussi leur intérêt de continuer à favoriser des œuvres faites avec des artistes. La SACEM est là, la DAMI est là, la SACD est là, donc c'est en train de prendre effectivement un chemin très intéressant en termes d'organisation professionnelle pour essayer d'encadrer. On voit bien qu'il y a une espèce, donc il y a cette réflexion sur la place des artistes et de tous les éléments dans une chaîne de production qui implique des artistes, les métiers artistiques et de la création. Et si j'ai bien compris, un de vos chevaux de bataille, c'est d'agir sur la partie législation. Alors tu as parlé de cette IA Act qui est prévu pour début 2024. Est-ce que début 2024 c'est tard sur une technologie qui avance si vite? Et deuxièmement, comment va se réaliser concrètement la contribution justement de ces différents métiers? Tu as dit que la voix avait ses propres spécificités pour être sûr effectivement qu'ils sont bien représentés dans cette IA Act, si je comprends bien, qui est votre plus gros espoir en termes de protection de ces métiers. Alors, je vais pas te donner notre calendrier d'action, je vais pas tout te dire, mais en tout cas, on va saisir le Parlement très bientôt. On a des soutiens importants au niveau européen. Alors, avant nous, il y a quand même d'autres gens. Hein. Il y a pas mal d'associations professionnelles de l'image, notamment des dessinateurs qui se sont inquiétés assez tôt. Il y a Hollywood. Ça, c'est vachement important parce que les scénaristes d'Hollywood, font grève pas seulement sur la question de l'IA, il y a aussi des questions de rémunération qui les concernent avec les studios. Mais pourquoi les scénaristes d'Hollywood parlent de l'IA? Parce que tout simplement, les studios ont annoncé leur volonté de sortir des films générés par l'IA. Bon. Donc, moi, j'ai lu des réactions en disant c'est quoi cette corpo de scénaristes, mais en fait, il y a des vrais sujets derrière. C'est-à-dire que je sais pas si tu t'es amusé à prompter. C'est assez amusant de prompter parce que tu te rends compte que finalement, tout ce qui sort d'une IA cadrée, on va dire par les GAFAM, c'est quand même des réponses assez uniformisées. Donc, on arrive quand même à des créations entre guillemets à l'américaine, assez lisse, assez sans aspérité. Donc il y a beaucoup d'enjeux culturels derrière. Donc nous notre target évidemment c'est les pouvoirs publics français puisqu'on est français et européens. Pourquoi? Parce que le RGPD est une application européenne qui protège le territoire européen et la création européenne. Ça, c'est très important. Donc l'idée, évidemment, quand tu demandes si c'est tard, oui, c'est tard, mais comme toujours, j'ai envie de dire, ça fait quoi? Ça fait maintenant 2 ans que une majorité de gens acceptent qu'il y a un réchauffement climatique. Ça fait 25 ans qu'on en parle. On n'a pas envie d'avoir la même problématique avec l'IA qui est très très rapide. Donc, même si c'est un peu tard, je pense qu'on y arrivera. L'idée étant effectivement de générer un mouvement où on puisse alimenter les députés européens, la Commission européenne, de vrais sujets et de vrais besoins, mais on alimente aussi les syndicats parce qu'on travaille avec, nous on n'est pas un syndicat, hein, on est une association de pros, mais on travaille avec le syndicat français des artistes CGT, on travaille avec la CFDT, on travaille avec l'UNSA, on travaille avec les sociétés de répartition pour arriver en fait à des demandes communes, fortes, logiques. Et une des premières demandes, je ne sais pas si on l'obtiendra, mais qui nous semble cohérente, c'est déjà d'obtenir un moratoire. Un moratoire, ça veut pas dire
d'arrêter. Ça veut dire d'arrêter pour l'instant, pour permettre aux autorités et aux cadres européens de comprendre de quoi il s'agit et d'accompagner le mouvement. Parce que derrière cette question, si on réfléchit bien, c'est finalement tout le tertiaire qui est impacté. Est-ce qu'on va attendre que des métiers sautent, qu'on ait un taux de chômage qui augmente pour créer de nouveaux métiers? Parce que je sais pas si tu as entendu, mais il y a plein de gens qui disent l'IA va générer de nouveaux métiers. C'est certain, l'IA générera des nouveaux métiers. Mais l'IA va tellement vite que la création de nouveaux métiers va être décorrélée de la chute des métiers actuels. Donc nous, ce qu'on dit, c'est on met sur pause, on réfléchit vite et bien, on crée un cadre d'application pour travailler avec l'IA et pas pour passer notre temps à essayer de contrer une technologie qui de fait s'imposera. Ensuite, ce qui est important d'un point de vue juridique, c'est effectivement le RGPD parce que le RGPD existe. Le RGPD est appliqué plus ou moins bien. Nous, ce qu'on demande, c'est une véritable application du RGPD dans tous les pays de l'Union européenne. Ça veut dire que la CNIL va devoir s'en saisir. Ensuite, on demande aussi à ce que les politiques publiques et culturelles s'emparent du problème. Moi, j'attends toujours de la ministre de la Culture qu'elle en parle. Pour l'instant, j'entends rien. Je veux dire, on est quand même dans l'exception culturelle. Qu'est-ce qu'elle a à dire sur le sujet ? Pour l'instant, je ne sais pas. J'ai pas eu de coup de fil. On n'a pas eu d'infos. On n'est pas invité. Elle en parle pas. La commission culture du Parlement français, j'en ai pas entendu parler. Elle ne parle pas du sujet. La commission culture du Sénat n'en parle pas. Mais même les oppositions n'en parlent pas. C'est quand même assez troublant. Donc j'espère que face à notre initiative, on n'est pas les seuls. On va bientôt faire des actions avec la SACEM et la DAMI. Et j'espère que tous ces gens vont se réveiller et vont s'emparer un peu du problème. Alors un des gros challenges, notamment pour respecter ce RGPD, selon vous, c'est notamment le challenge de la traçabilité. Alors il y a Absolument. la traçabilité envers le public, qu'il soit au courant quand des contenus ont été générés avec de l'intelligence artificielle. Absolument. Qu'il soit au courant que ces contenus ont été générés ainsi, mais aussi en termes de traçabilité par rapport aux contenus eux-mêmes, des systèmes pour tracer, pour taguer des voix, même de manière inaudible, toutes ces voix qui sont protégées, donc qui sont propriétaires de leur auteur, qu'elles soient identifiées de façon à ce qu'on puisse les tracer, c'est-à-dire qu'un contenu qui est éventuellement été généré par de l'IA, on puisse retracer jusqu'à l'auteur et dans quelles conditions les enregistrements ont été faits. Absolument, mais j'ai envie de te dire, c'est d'une logique imparable. C'est-à-dire que tu achètes un stylo, ou tu achètes un iPhone, ou tu achètes une paire de baskets. Derrière cet achat, tu as un marquage et tu sais où ça a été fabriqué, dans quelles conditions. On ne peut pas fabriquer, vendre, acheter des produits dans l'espace, le plus grand espace commercial et économique du monde, à savoir l'Europe, sans avoir une traçabilité. C'est obligatoire. On demande absolument juste la même chose. Alors ça s'appelle un watermark, en l'occurrence. Quelle forme prendra-t-il? Ça, on verra bien. Nous, on demande à ce que ça soit visible et audible. Quand je dis visible, prenons l'exemple de l'image, par exemple. Qu'est-ce que je veux dire et d'ailleurs, c'est arrivé. C'est ça qui est vachement intéressant, si tu veux. Tu as vu cette image de Trump. Tu as vu cette doudoune du pape. Il y a des vrais sujets politiques et éthiques derrière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables de croire que c'est vrai. Tu peux faire croire n'importe quoi avec une image trafiquée. Il n'y a pas de raison de ne pas signaler au public qu'une image est véritable ou une image est fausse. Pareil pour la voix, en fait. Et là, j'ai envie de dire, je crois que l'actualité va nous aider d'une certaine manière, parce que les fake news images, je te prenais l'exemple de Trump ou du pape, vont évidemment continuer, vont être de plus en plus graves. On est quand même dans un moment de notre planète avec un monde multipolaire, avec beaucoup de déséquilibres politiques, avec une guerre à porte de l'Europe, avec la Chine qui menace Taïwan. Bon, on peut
très très vite se dire que certains États vont se servir de l'IA pour déstabiliser le monde occidental. Bon, je suis persuadé que ça va arriver avec de l'image et avec de la voix. On n'est pas à l'abri d'entendre demain une fausse conversation téléphonique d'un président européen, par exemple, qui dit des vraies saloperies et ça sera faux. Donc c'est un vrai sujet. Au-delà du sujet de l'artiste, c'est un vrai sujet politique et démocratique. Alors revenons sur le métier des artistes. Comment tu vois dans ce contexte, et alors peut-être dans un contexte où vous aurez obtenu ce que vous voulez en termes de réglementation, comment tu vois évoluer tous ces métiers, les métiers de la voix, disons dans un horizon à 5 ans et à 10 ans? Est-ce qu'il y aura alors peut-être des pans des pans du métier qui auront disparu, mais aussi d'autres types de métiers qui se seront développés? Comment tu vois cette évolution des métiers des comédiens voix? Écoute, j'adorerais être voyant, ne serait-ce que pour moi. Je ne sais pas. Ce dont je suis absolument certain, c'est que l'artiste ne disparaîtra jamais. La narration, elle existe depuis Aristophane et on continue à écrire des histoires. Donc je pense que ça existera toujours. Il y aura toujours des artistes. Il y aura toujours des voix d'artistes, il y aura toujours des corps d'artistes, il y aura toujours des textes d'artistes. Moi, je m'inquiète davantage, dans le fond, pour tous les autres métiers autour de l'artiste. J'en parlais tout à l'heure, producteur, éditeur, post-producteur, tous ces métiers sont très facilement remplaçables par l'IA, mais vraiment très facilement. Je veux dire, si demain tu n'as plus besoin d'une voix derrière un micro pour un produit X, pourquoi tu as besoin d'un ingénieur du son et d'un producteur? Ça ne sert à rien, leur valeur ajoutée est nulle. Donc pour te répondre, je pense que évidemment l'IA va remplacer des artistes, certains types d'utilisation de la voix vont changer. Ça va sans doute créer peut-être une opportunité aussi, d'une certaine manière, pour les artistes. Nous, c'est un peu notre marque de fabrique chez les voix. Notre signature, c'est intelligence artistique, pour faire VS intelligence artificielle. Donc, je pense que on va revenir peut-être à une mise en avant de la valeur forte artistique de l'interprète. Mais je ne vois pas comment. Je ne crois pas à la disparition de l'IA, à l'arrêt de l'IA. Je pense que ça n'a aucun sens. D'autant que l'IA va être très très utile sur plein de domaines, sur le domaine médical, sur le domaine scientifique. Et il y aura évidemment, et ça serait marrant de reparler de ça dans 15 ans, effectivement, plein de nouveaux métiers qui vont être créés dont on n'a aucune idée. Mais là aussi, je répète ce que je dis, nous attendons que les producteurs, tous les métiers annexes aux artistes s'emparent de la question, parce que je pense que ce sont eux qui sont les plus en danger, et très rapidement. Nous, bon, je pense que dans 5 ans, ça va vite bouger. Je veux dire, les IA génératives vont très très vite. Donc évidemment, tu vas entendre des voix artificielles. C'est déjà le cas. J'ai pris l'avion il n'y a pas très longtemps pour voilà, mon bilan carbone est nul. Et aéroport de Paris, les annonces sont faites par des intelligences artificielles. C'est très clair. Je l'ai entendu. J'ai de l'oreille. Bon, ok, bon, voilà. Après, je pense qu'un livre audio sera toujours lu en tout cas je l'espère, par un artiste. J'imagine pas j'imagine pas Flaubert lu par une intelligence artificielle. Et j'espère que demain, les éditeurs ne vont pas publier des contes pour enfants écrits par des intelligences artificielles et dites par des voix synthétiques, parce que là on touche à des questions psychologiques et éthiques démentielles. Je pense qu'une voix de produit, tu auras toujours des clients, tu auras toujours un public qui voudra entendre une voix humaine, mais c'est certain qu'on craint on craint d'être déstabilisé. Ouais, ça c'est sûr. Alors, une dernière question pour toi, et tu sais, ce podcast s'adresse aux professionnels de la radio, notamment les dirigeants.
qui ont des besoins multiples dans l'univers de la voix. Ça peut être pour créer des spots publicitaires, pour faire leur habillage. Forcément, il y a un très gros intérêt, enfin, je veux dire, et un très gros buzz autour de l'intelligence artificielle, et ça se voit dans tous les métiers. Ouais. Qu'est-ce que tu leur... le mois dernier, dans notre épisode, on a présenté Radio GPT, qui est un produit j'y suis. Proposé par une entreprise américaine pour faire une radio de bout en bout avec de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu recommanderais à des directeurs de stations sur leur approche par rapport à potentiellement ces nouvelles façons de faire du contenu audio? Est-ce qu'il faut essayer pour comprendre? Est-ce qu'il faut... Ils sont parfois aussi dans des contextes de coûts parce qu'eux-mêmes sont dans des contextes de compétition, par exemple, dans l'univers du numérique, sont plus importants, ce qui fait qu'ils doivent être vigilants sur leurs coûts. Qu'est-ce que tu leur recommandes par rapport à leur choix sur des prestations voix et notamment potentiellement dans ces nouvelles offres qui viennent de l'intelligence artificielle? Écoute, choisir, c'est renoncer. Donc, on renonce à quoi? En fait, c'est ça la question. C'est-à-dire que comment te dire? Moi, j'ai choisi d'être artiste parce que j'ai eu un choc jeune en allant au théâtre. Et j'ai choisi une voix, sans jeu de mots, qui me porte. Je pense qu'on ne devient pas producteur audiovisuel, directeur de radio, producteur de radio, comme on devient vendeur de cacahuètes. Voilà. Je pense qu'on est porté quand même par un truc. La voix humaine, c'est une part de l'humanité. Ce qui fait homme, c'est la parole. Ce qui nous rassemble, c'est la parole. Le texte et la voix. Que des directeurs de radio veuillent faire appel à l'IA pour des histoires de coûts, moi je peux comprendre leurs problématiques. Mais là aussi, à eux de réfléchir sur l'impact de leur stratégie commerciale et sur leur stratégie de business. Est-ce qu'en fait, l'idée c'est de créer des trucs faits que par des machines pour avoir des auditeurs qui sont des veaux qui écoutent des trucs promptés, enfin je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Après, il y a plein de moyens d'utiliser l'IA. Par exemple, dans l'automatisation de sa compta, enfin il y a plein de trucs qui vont être utilisés. Mais sur l'audition, sur l'auditoire, sur le rapport à la voix, je pense qu'il y a quand même un truc qui est intrinsèquement lié à la personnalité, à l'individu et à cette part d'humanité. Donc j'ai plus envie de faire appel au-delà des questions juridiques, parce que de toute façon, ils seront soumis, comme tout le monde, au RGPD, donc ils ne pourront pas faire non plus n'importe quoi, ça ne sera pas possible, et ça va venir très très vite. Ça c'est normal, on vit dans un monde avec des lois, des cadres, des devoirs et des obligations. Bon, donc déjà il y aura de la contrainte, voilà. Et au-delà de cette question, il y a vraiment une question d'éthique, de sens à donner à son métier, quoi. Et j'ai envie de faire appel à cette part-là, en fait, de tous ces créateurs, parce que moi j'estime qu'un producteur est un créateur de contenu, un directeur d'antenne est un créateur de contenu, et derrière le mot création, il y a pour moi aussi le mot humain. L'IA doit être un outil, mais n'a pas pour fonction de remplacer en fait l'homme. C'est mon point de vue éthique et philosophique, au-delà de ma question personnelle d'artiste-interprète. Stéphane Kalb, cofondateur de l'association Les Voix, merci. Merci beaucoup à toi. Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Et pour en savoir plus sur ces sujets, rendez-vous sur lesvoix.fr. Merci à tous nos intervenants de ce mois-ci, Stéphane Kalb, Julien Vigier et Rémi Bertolon. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio et c'est terminé pour ce mois-ci. C'était Olivier Audou au micro. On se retrouve le 1er juillet pour un nouvel épisode, ou peut-être même en personne dans quelques jours à Paris
pour la fête de la radio. Et si vous aimez ce podcast, eh bien parlez-en autour de vous. Salut! Des ondes Vocast.